Alors les trois films, ce sont Jung-Hee, je suppose que ça se prononce comme ça. Le deuxième film, c'était Vice City of Chaos. Et le troisième film, c'était Cyborg Rising. Donc ce sont trois mauvais films, ne les regardez pas. Mais par contre, si vous vous intéressez à la vision ésotérique, à la vision, disons, profonde, à la vision de la sagesse sur ces productions cinématographiques, vous êtes au bon endroit. Je vais vous donner quelques orientations sur ces choses-là. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces trois films? Alors, ces trois films, ce sont trois films avec le même scénario, dans lesquels on te propose des choses communes avec une trajectoire commune, une conclusion commune et des scènes communes, même si on a comme une sorte de décor qui semble différent. Mais on a vraiment une orientation globale, identique. Donc on a création de robots à forme humaine indifférenciables des humains. On a un autre axe qui est que ce sont des robots mis en esclavage au service de projets sombres. Un troisième axe qu'on va suivre, c'est l'intérêt marqué pour la suppression de la mémoire. Et le quatrième axe qu'on va suivre, d'ailleurs c'est la conclusion des trois films, c'est le lien affectif, amoureux, amical, familial entre humains et robots, avec cet intérêt marqué pour le fait de supprimer la frontière entre humains et robots. Donc, on va déjà regarder, pas trop, mais on va quand même regarder un petit peu les bandes annonces pour se donner une idée de l'ambiance. Alors, donc la bande annonce de Jung-Hee. La montée du niveau des océans et l'appauvrissement des ressources naturelles ont poussé l'humanité à se tourner vers la construction d'arches sanctuaires dans l'espace. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, on te montre clairement un monde, un avenir apocalyptique. Donc, c'est vraiment dans la série de tous ces films qui sont des visions sombres de l'avenir. Voilà, donc tout est technologique, tout est mécanique, tout est automatisé. Voilà, on a la pauvreté, on a évidemment l'espace, toujours avec des machines. On a, alors là, très vite, on arrive sur la thématique de la guerre. Voilà, on te propose une ambiance, c'est vraiment classique. Une ambiance, voilà, la maladie, etc. Des illusions, beaucoup d'illusions. On a cette scène où on te montre, moi j'ai trouvé vraiment cette scène intéressante du point de vue de l'enseignement, de la tradition immortelle de la sagesse. C'est parce qu'on te montre bien cette idée que, donc ici tu as une salle, et puis en dessous, donc ça descend, voilà, on te fait descendre un cerveau du ciel. On a une trappe qui s'ouvre dans le ciel, c'est vraiment des images oniriques. Hein. Il faut bien avoir à l'idée que le cinéma, c'est comme un ensemble d'images oniriques qui t'est proposé pour que tu génères en toi les mêmes images ou des images du même genre et qu'ensuite ta vie entre dans ce scénario-là. D'une manière ou d'une autre, même si tu ne vas pas directement vivre ces choses-là, on te propose bien ces choses. Donc tu as un ciel, le ciel, un ciel technique, un ciel mécanique, un ciel d'acier. Cette image, moi je la trouve vraiment très intéressante. Hein. Tu as un ciel d'acier qui s'ouvre, c'est-à-dire que ce n'est pas le monde divin, ce n'est pas le monde angélique. C'est un monde sombre qui fait descendre vers toi un cerveau, et ce cerveau d'ailleurs, on a un zoom dessus, on voit bien que ce cerveau c'est en réalité des fils, c'est de la mécanique. Hein, il n'y a pas du tout, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. On va développer ces choses-là. Ce n'est pas du tout l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre des hommes. On dit c'est l'œuvre des hommes. Mais si les hommes faisaient des œuvres, probablement ils ne feraient pas ça. Ils font ces choses sous une certaine inspiration qui les incite à faire ces choses, qui les incite à créer une technologie. Voilà, on a un grand représentant de ça actuellement qui est Elon Musk, mais dans toutes les époques, il y a eu des représentants de ça. Tesla, qui a mis au point le système des ondes, était un grand représentant de ça. C'est-à-dire qu'au lieu de développer les organes internes et de se tourner vers un monde de subtilité, un monde supérieur qui va t'insuffler, qui va t'inspirer avec les vertus, qui va t'inspirer avec la beauté, qui va t'inspirer avec la clarté, avec toutes ces choses, tu vas entrer dans un monde matérialiste et tu vas chercher à
à générer des ondes, mais électriques. Voilà, tu rentres dans ce truc. Ce truc est partout maintenant. À une certaine époque, à l'époque de Tesla, ça n'existait pas. Il a fallu l'inventer. Mais l'idée existait déjà. Il était déjà possible d'avoir cette inspiration d'un ciel, d'un certain ciel. Un ciel, c'est un ensemble d'influences qui sont au-dessus de toi. C'est pour ça qu'on peut dire un ciel, parce qu'elles te sont hiérarchiquement supérieures. Et ces influences, cet ensemble qui est transparent, qui est diffus, vient vers toi et te donne certaines idées, certains désirs, une certaine volonté, une certaine envie d'agir et de poser certains actes sur la Terre. Donc vraiment, on a bien cette intelligence qui t'amène un cerveau métallique, un cerveau technique, qui n'est pas un cerveau de poésie, un cerveau d'éveil. Tout est sombre, hein. On a des néons, on a du métal. On n'est pas du tout dans un environnement naturel. Donc voilà, les clones, donc, des femmes, une femme bien sûr, bon ça c'est une autre thématique, je ne vais pas en parler ici. Donc des clones, on produit à répétition des humains, sont des choses tout à fait intéressantes, hein, tout à fait intéressantes. Et ces humains, on les fait identiques, parce qu'on veut qu'ils servent le même projet, et on les a fait, là le clone qui est ici montré dans ce film, c'est le meilleur soldat de leur armée, c'est le héros de leur armée, qu'ils ont dupliqué à l'infini, pour ainsi dire, avec le projet de... donc on n'est plus dans une diversité, on est bien dans l'idée du clonage. C'est qu'on va chercher le meilleur élément selon certains critères. Ce ne sont pas les critères d'un monde supérieur, bien sûr. Ce sont des critères sombres. Le meilleur élément dans le domaine de la guerre. On va chercher cet élément-là, et puis on le duplique et on supprime les autres. Les autres, on n'en veut pas. C'est pas rentable, c'est pas efficace, ça ne détruit pas assez, ça ne tue pas assez. Ça ne nous intéresse pas. Donc, on clone, et puis on a cette identité, ce lissage, cette disparition de la diversité. Le monde créé par Dieu, c'est un monde de diversité. Le monde que crée cette intelligence, ce n'est pas un monde de diversité, c'est un monde d'uniformisation, de contrôle, de maîtrise totale, mais pas de maîtrise dans le sens d'être en harmonie, de maîtrise dans le sens d'écraser. Il y a vraiment deux sens différents du mot maîtrise. La plupart du temps, le mot maîtrise est employé dans le sens d'écraser. Je maîtrise, c'est j'écrase, je tue, je détruis, j'annihile, voilà, j'ai maîtrisé. C'est ce qu'un certain monde dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose après? La technologie, bien sûr, et puis voilà, c'est ça, la torture. La torture. Pourquoi la torture? Parce que on a cette personne qui est présentée totalement amputée, et on lui a tout coupé, et en fait on lui laisse une miette de conscience, et à partir de cette miette de conscience, on va lui faire observer, c'est dans le scénario, on lui fait observer sa vie, on lui fait observer le niveau de dégradation dans lequel elle est. Alors, pourquoi la torture? Pourquoi la torture? Pourquoi la torture? Vraiment, pourquoi toujours ramener des images de torture? C'est une question qu'on peut se poser. La torture est ce qui existe de plus haut en termes de fécondation des ténèbres. Si vous voulez, quand on est du courant sombre et qu'on cherche à répandre son projet dans le monde, le meilleur outil dont on dispose, c'est la torture. Parce que quand tu tortures un être, il est assez peu probable qu'il parvienne à maintenir le contact avec l'harmonie, avec la douceur, avec la bienveillance, avec le respect. Donc tu vas exposer un être de manière extrême à ce qui est opposé au monde angélique. Et de cette façon-là, tu réussis à le féconder. C'est-à-dire le féconder, c'est faire entrer en lui cette semence-là, cette semence de violence, cette semence de pessimisme, parce que l'être ne va pas parvenir à continuer à croire
c'est même pas croire, parce que tu pourrais croire, les êtres détruits continuent à croire, ils entrent dans le côté de la foi aveugle, dans le côté de la croyance aveugle, dans le côté de la religion des hommes, où ils croient les choses, mais il n'y a plus rien dans leur vécu qui correspond. Ils sont dissociés. Ils ont un monde mental qui est comme une sorte de décor, et ils ont leur vie qui est différente. Donc on a clairement toutes ces choses qui sont, on nous montre quasiment comment ces choses sont mises en place, comment l'intelligence sombre travaille dans l'humanité pour mettre ces choses en place. Le cinéma aujourd'hui est un des principaux outils de contrôle des consciences. On va toujours te remontrer ces images de torture et qui sont comme une manière, c'est un peu double parce qu'il y a le côté où si tu t'identifies à celui qui est torturé, alors tu entres dans « je me fais féconder » et ça entre en moi et je suis dans une destruction. Je ne parle pas forcément du côté physique, hein. Bien sûr qu'il y a une destruction du physique, mais le corps va toujours se renouveler. De vie en vie, le corps va se renouveler. Mais quand tu vas revenir, si tu es mort sous la torture, quand tu vas revenir, tu n'auras pas... tu n'auras plus d'insouciance, tu n'auras plus de candeur, tu seras dans une violence, ces mondes seront rentrés en toi. L'être qui te torture, il est en alliance avec un certain monde sombre, et quand il te torture, c'est bien sûr dans le monde extérieur, dans le monde physique, il te torture, mais si tu pouvais voir de manière plus subtile ce qui se passe, c'est qu'il ensemence ton être, il ensemence ton esprit avec des idées, des images, une certaine perception de la vie. Donc la torture est ce qui existe de plus efficace pour féconder des êtres dans les ténèbres. Et donc bien sûr, ces choses se répandent dans le cinéma, puisque le cinéma appartient à cette intelligence-là. Il pourrait y avoir des films faits avec une autre orientation. Ça n'existe pas vraiment. Ce serait possible. Ce ne serait pas parfait parce que le cinéma n'est pas vraiment un processus de conscience. C'est plus un processus d'endormissement. J'ai déjà parlé de ces choses-là. Mais on pourrait imaginer des films, des scénarios, des images, des types de relations, des types d'interactions qui seraient diamétralement opposés à ce qu'est la torture et qui féconderaient les humains dans une autre orientation. Ce serait limité mais possible. De la même manière d'ailleurs, parce que quand tu fais voir des scènes de torture via le cinéma, la fécondation est quand même partielle. Elle est là, parce que tu détruis tes yeux, tu salis tes yeux, tu salis tes sens, et puis tu t'habitues encore et encore. Voilà, donc il y a une fécondation, mais elle est quand même beaucoup plus faible que si l'intelligence sombre torture réellement la personne. Voilà, donc ça c'est un point. L'autre point, c'est que il y a le côté de la jouissance, c'est-à-dire que si tu es dans l'identification à l'autre, c'est-à-dire celui qui torture, là c'est pas qu'on te féconde par la torture, c'est qu'on te féconde par la jouissance sadique, on te féconde par l'autre côté, l'extrémité du sadisme, l'extrémité de la destruction interne. Pour torturer, il faut avoir totalement détruit ses organes internes. Donc, bien sûr, le film te propose les deux, la victime et le côté du bourreau. Et les deux mondes viennent vers toi. Et les deux mondes viennent et cherchent à te féconder. Et puis, avec quand même ces choses très, très curieuses, c'est que l'identification ne va pas moins vers l'agresseur. L'identification ne va pas moins vers le sadique, clairement. Parce que le sadique, si tu vas regarder dans ce que peuvent ressentir les personnes, ce qu'elles expriment, dans certains cas, quand elles parlent, on s'aperçoit que le sadique est perçu comme le fort et que l'être est tenté de s'associer à la force. L'être n'est pas tenté de s'associer à la victime et d'aller la défendre. Ce n'est pas le réflexe majoritaire. Le réflexe majoritaire, c'est de s'associer au bourreau, parce que si tu es proche du bourreau, tu es du côté de la force, même si c'est une force obscure, et tu ne seras pas, il y a l'idée, fausse, hein,
Il y a l'idée fausse, mais qui existe néanmoins, que si tu t'approches du bourreau, que tu t'associes à lui, intérieurement, par identification, ce sont que des mécanismes inconscients qui se déroulent, tu seras épargné de vivre la torture toi-même. Voilà, donc je vous propose maintenant de jeter un œil rapide à la bande-annonce du film Vice. Donc, alors qu'est-ce qu'on a là? On a donc évidemment de la violence, ça c'était couru d'avance, mais on a ce truc qui est tout à fait interpellant et qui est typique du cinéma en lui-même, mais qui est mis en abîme dans le film Vice, c'est qu'on te propose d'aller vivre des scènes violentes. On te dit, c'est comme le concept, c'est comme ce que vend cette société qui est présentée dans le film, dans le scénario du film, c'est qu'on te vend la possibilité d'aller faire des choses ultra violentes et que ce soit sans conséquence. C'est une mise en abîme du cinéma hollywoodien. Donc, moi, la question que je me pose, c'est mais qui a réellement envie d'aller vivre ça? Est-ce que toi, tu as envie d'aller vivre un braquage, de tuer des gens, d'être dans la situation qui est présentée? Est-ce que tu as envie de le vivre? Parce que le film dit que tu as envie de le vivre, que c'est un super plan business de créer un environnement dans lequel tu pourras aller faire des choses hyper violentes sans avoir de conséquences. Tu pourras tuer, tu pourras faire des braquages, tu pourras violer, tu pourras torturer, il n'y aura aucune conséquence et tu vas vraiment passer un super moment en faisant ces choses-là. C'est tout à fait interpellant. Moi, je me demande réellement s'il y a un marché sur ça. Alors, je sais qu'il y a un marché. Hein, je sais qu'il y a des courants, il y a des sociétés secrètes, il y a des choses. Voilà, tout ça, ça existe. Je sais très bien que ça existe. Mais est-ce que c'est si généralisé que ça? Moi, je pense que c'est très isolé. C'est vraiment très isolé et que globalement, les gens n'ont pas envie de vivre ça. Mais quand c'est au cinéma, c'est proposé et ça semble valable. Le cerveau n'est pas étanche. Et si tu t'approches de l'enseignement de la sagesse, on va te dire que tu ne peux pas tout regarder. Parce que si tu regardes quelque chose, tu ne sais pas vraiment comment tu vas faire ressortir ces choses. Comment tu vas pouvoir te nettoyer d'avoir regardé ces choses. Le cinéma, ce cinéma-là, propose quelque chose qui est très particulier. Et même le fait que moi, je sois allé regarder ces choses pour proposer un enseignement dessus, c'est en soi quelque chose de particulier. C'est comme un exercice risqué parce que je ne conseillerais pas d'aller regarder ces choses. Tu ne sais pas réellement comment tu vas pouvoir retirer ces choses de ta vie intérieure pour ensuite être clair, être pur, être dans l'harmonie et dans la bienveillance. Une fois que ce sera rentré, d'une manière ou d'une autre, ça existe en toi. Et si tu n'as pas la possibilité de ramener ces choses vers la sagesse, de te restabiliser, alors ça existe éventuellement comme un pessimisme, parce que tu te dis, mais en fait, le monde est extrêmement violent. En fait, c'est vrai, beaucoup de gens paieraient pour pouvoir faire des horreurs et pour que ça n'ait pas de conséquences. Et donc, ça va faire rentrer en toi une vision très sombre. Il y a un vrai risque à regarder toutes ces choses. Il faut voir de quelle manière tout cela infuse la société. Comment est-ce que ça infuse un champ de vie, une ambiance générale, une ambiance sombre, une ambiance... Tous ces films futuristes sont avec une ambiance très sombre. Tu cherches les arbres, tu cherches la nature. Dans Cyborg... Rising Cyborg, il y a la nature par contre, hein. C'est un angle légèrement différent, il y a la nature, mais on est dans quelque chose de très sombre quand même. Ce ne sont que des projections dans l'avenir qui sont extrêmement sombres, et donc on peut s'interroger sur le courant en termes d'influence globale. Quel est le courant qui a intérêt à ce que les humains perçoivent leur avenir de cette manière-là? C'est une vraie question et on va travailler, on va réfléchir sur ça. Pourquoi est-ce que les humains regardent des dizaines, des centaines de films et passent des heures et des heures à s'infuser d'une vision sombre? Quel est leur intérêt? Moi, je vous le dis, il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt n'est pas au niveau des humains. Ce ne sont pas les humains qui ont un intérêt là-dedans, c'est une certaine intelligence. Alors,
est-ce qu'on a d'autres choses dans la... Voilà, bon, on continue à nous présenter le concept, les personnages. C'est pas forcément intéressant pour ce qu'on veut faire ici. Voilà, et à la fin de la bande-annonce, voilà, toujours la violence, toujours tuer, c'est formidable de tuer, c'est trop génial. On devrait faire ça tous les jours, c'est vraiment le bonheur, c'est l'épanouissement. C'est très étrange, hein, il y a vraiment une étrangeté quelque part. Et puis les robots, voilà, ces choses permises par les robots, c'est comme, si vous voulez, c'est pas juste une bande-annonce d'un film, c'est la bande-annonce d'un certain monde qui te dit, je suis en train de construire un avenir sombre pour l'humanité et je le fais comme ça. Je le fais avec les robots. Je le fais avec l'esclavage. Je le fais avec le contrôle. Je le fais avec la violence. Je le fais avec la destruction. C'est une bande-annonce. C'est une bande-annonce d'un monde. Et à ce titre-là, ces 3 films sont vraiment intéressants. Alors, je n'ai pas trouvé la bande-annonce du 3e film qui s'appelle Cyborg Rising. Donc, voilà, ne le regardez pas, il est nul. Mais on va en parler un peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, je vais reprendre les 4 axes principaux que je voudrais aborder ici. Donc, il y a création de robots à forme humaine, indifférenciables des humains. À quoi est-ce que ça sert? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que certains mondes font ça? Donc, ce que je pense, c'est que certains mondes font ça parce que il y a un courant qui est un courant sombre, mais je ne peux pas tout développer ici, mais disons que sombre n'est pas forcément... Quand tu es un humain que tu regardes, c'est un courant sombre. Mais si tu t'approches des mondes supérieurs, si tu t'approches du monde de la sagesse, ce n'est pas forcément un courant sombre, c'est autre chose. Mais quand tu es un humain, que tu vis dans ton corps, que tu es identifié à ton corps, que tu vis dans le monde matériel, c'est clairement un courant sombre et ce courant, il veut te déboîter, il veut te fracasser. Et il a des méthodes. Donc cette intelligence sombre, un de ses principaux objectifs, c'est de concurrencer et d'égaler l'œuvre du monde divin. C'est-à-dire que la génétique, par exemple, est clairement une manifestation de ça. Est-ce qu'il est possible d'entrer et de farfouiller à l'intérieur de l'œuvre de Dieu et d'amener là-dedans des modifications et d'améliorer les choses? Tu ne peux pas améliorer l'œuvre de Dieu. Cette intelligence n'a pas la possibilité d'améliorer l'œuvre de Dieu. La seule chose qu'elle peut faire, c'est détruire. Parce que dès que l'œuvre de Dieu, le monde dans lequel nous vivons, est un monde de perfection. C'est nous qui le regardons en y voyant l'imperfection. C'est notre regard qui met ça. Mais en réalité, il est parfait. Sa réalité, son fondement, c'est la perfection, c'est l'harmonie. Il n'y a vraiment aucune imperfection dans l'œuvre globale. Mais l'homme, sous une certaine influence, voit l'imperfection, il se convainc de l'imperfection, il se convainc qu'il doit modifier, il se convainc qu'il doit tellement intervenir qu'au final, c'est la destruction. Et c'est partout, c'est déjà là, et ces choses ont tendance à s'amplifier. Et si tu t'associes à ces choses, bien sûr, tu seras comme coupable quelque part, parce que si aujourd'hui tu es un généticien, que tu fais des recherches en génétique, si tu es un ingénieur chez Tesla ou n'importe quelle entreprise, ça existe dans tous les pays, il y a des branches, il y a des startups, il y a des trucs où ils sont en train de chercher comment amener l'intelligence artificielle dans une expansion et dans une force. Ces choses-là ne pourront jamais participer à l'harmonie globale. Ce n'est pas possible parce qu'elles sont issues d'une intelligence qui se met en concurrence avec l'harmonie globale et qui, se mettant en concurrence, n'a pas d'autre solution que d'amener une destruction. Parce que si tu interviens dans quelque chose qui est parfait, que tu le modifies, tu le détruis. Ce n'est pas que tu l'améliores. Il était déjà parfait. Si tu l'as modifié, alors tu le dégrades. Tu le conduis tôt ou tard vers une destruction. Donc cette intelligence, elle est là-dedans. Et elle fait, disons, ce qu'on pourrait appeler une propagande. Il y a une forme de... Le cinéma, mais les médias, c'est très fort actuellement. Il y a une sorte de propagande de cette intelligence
pour toujours nous amener l'idée que ça améliore notre vie. Cette intelligence, elle doit masquer que son intervention est une destruction à répétition. Ou alors, ce qu'elle fait, parce que ça c'est très efficace, et les humains sont assez dupes de ce truc, c'est qu'elle intervient. Peu importe le domaine, elle intervient dans la génétique, elle intervient dans le... je sais pas, dans les transports, elle intervient n'importe où. Tout ce qu'elle fait éloigne de la sagesse. À chaque fois que ça éloigne de la sagesse, de l'harmonie, du bien-être, de la possibilité de l'épanouissement, elle dit « Ah, mais attendez, j'ai une solution ». Et elle amène une solution qui n'est pas une solution, mais qui est la poursuite de son projet. Donc il y a toujours ce mouvement qui est « J'amène une modification dans l'harmonie ». Cette modification est une destruction. Je propose une réparation, je propose une amélioration à cette destruction. Et j'enclenche. Et ça, c'est comme une spirale descendante, hein, c'est plutôt vers le bas. C'est comme une spirale infernale où à chaque fois que tu veux améliorer sans recourir à l'harmonie et en te fiant à cette intelligence sombre, tu vas toujours descendre de plus en plus bas. Alors, un autre axe, c'est un aboutissement de l'esclavage. Il y a cette recherche de toujours mener l'esclavage de plus en plus loin. Le courant immortel de la sagesse cherche à toujours mener la libération, la guérison de plus en plus loin. Le courant immortel de la sagesse vient sur la terre et il est ici comme quelque chose qui élève, quelque chose qui ennoblit, quelque chose qui amène toujours les vertus, qui amène toujours une compréhension. Et cette compréhension, tu le sens parce qu'elle te détend, elle te redresse, elle t'éclaircit. C'est la compréhension venue d'un monde supérieur, la connaissance venue d'un monde supérieur, c'est toujours quelque chose qui va se manifester dans ta vie intérieure comme un soulagement, comme un éveil, toujours un éveil. Et puis cette autre intelligence, elle a son projet à elle, ce n'est pas de libérer les êtres et de permettre une élévation. Son projet à elle, c'est de toujours amener l'esclavage et de conduire l'esclavage, c'est-à-dire l'enfermement, c'est-à-dire la coupure. La tradition immortelle de la sagesse, elle relie tous les règnes entre eux. Elle relie les 7 règnes qui sont les pierres, les végétaux, les animaux, les hommes, les anges, les archanges, les dieux, les anges étant le monde des vertus, les archanges étant le monde des lois et les dieux étant le monde des principes éternels. Donc la tradition immortelle de la sagesse relie ces choses-là. Donc tu participes à l'harmonie parce que si par ta conscience, tu as relié les pierres, tu comprends les plantes, tu as un contact réel, elles participent à ta vie, tu comprends comment elles sont à l'intérieur de toi, tu comprends pourquoi elles sont à l'extérieur, tu comprends comment elles se relient au cosmos, tu comprends comment vivre avec ces choses, alors bien sûr tu es vraiment dans un éveil, tu es dans une clarté, tu es dans une harmonie, tu es dans une participation globale à tout. Mais l'autre intelligence, elle a le projet inverse. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe. Donc elle dit, les pierres, c'est n'importe quoi, tu peux les détruire. Elle dit, les animaux, c'est n'importe quoi, tu les coupes en morceaux, tu les manges, tu modifies leur patrimoine génétique. Les plantes, on s'en fout. Il y a des plantes, on les aime pas, on les évacue. Il y a des plantes, on les veut, mais on les veut. C'est pas qu'on leur veut du bien. C'est qu'on va les modifier pour les rendre plus conformes à notre volonté, à notre projet à nous. Donc, ça crée partout de l'esclavage, les pierres mises en esclavage. Construire quoi? Des murailles pour couper. On prend des pierres pour construire des murailles. Les végétaux mis en esclavage. On construit des choses avec les végétaux. On construit quoi? Des armes. Par exemple, on construit des armes avec des lances. Mais ou sinon, on va construire toutes sortes de choses qui ne participent pas à l'harmonie. Et on va planter des milliers de forêts pour faire quoi? Pour faire des milliers de meubles identiques qui vont aller dans des milliers de familles identiques où on regarde les mêmes films, où on pense la même chose, où on mange la même chose. Donc c'est un monde d'esclavage. Et les animaux, bien sûr, l'esclavage chez les animaux, c'est pas la peine de détailler. Tout le monde a vu.
Donc il y a ce projet d'atteindre un niveau supérieur d'esclavage, et ces 3 films nous montrent comment aller vers ça. Et les robots semblent être vraiment une solution très intéressante de ce point de vue-là, bien sûr, pour aboutir à un niveau d'esclavage. Parce que si tu peux prendre la conscience d'un humain, si tu peux prendre quoi en fait? Si tu peux prendre son âme, si tu peux prendre l'âme d'un humain, le glisser dans une machine et avoir la totalité du pouvoir sur cette machine, c'est-à-dire tu appuies sur le bouton, le robot démarre, il va faire des choses dans le monde. Si c'est un robot guerrier, comme dans Jung-Yi, c'est un robot qui va tuer. Si c'est comme dans Vice, le robot, tu peux le violer tous les jours. Voilà, une femme robot, tu la violes tous les jours. Tu la tabasses tous les jours. Donc, tu peux aboutir l'esclavage. Et dans le 3e film, le robot est une sorte d'espion qu'on envoie faire en dehors de sa propre connaissance. On l'envoie espionner et puis on regarde le monde par ses yeux. Ces choses existent. Les humains pensent que ce sont eux qui regardent. Mais quand tu regardes un film violent, c'est ce monde qui est entré en toi et qui se nourrit, qui te dit de regarder. Tu ne sais pas pourquoi tu regardes le film. Mais ce monde veut que tu le regardes. Ça ne va pas t'épanouir, ça ne va rien arranger dans ta vie. Ça va te remplir de choses sales, ça va te remplir d'images oniriques sales, ça va t'amener vers ça. Mais pourquoi tu le regardes? Mais parce que tu n'as pas le choix. Parce que ça a été produit par des gens qui n'ont pas le choix, qui ne savent pas pourquoi ils font ça. Et ensuite, c'est distribué par des personnes qui ne savent pas pourquoi ils adorent ça. Je regardais l'autre jour un article sur les films de zombies, et la personne qui écrivait ça, elle disait « Ah, les films de zombies, c'est formidable, c'est trop génial, j'adore ça. » Mais si tu t'arrêtais pour parler avec la personne et lui demander « Mais exactement, qu'est-ce que tu adores, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que ça fait dans ta vie, comment est-ce que ça remplit ta vie intérieure ?» La personne ne peut pas répondre. C'est forcément basé sur de l'inconscience, et derrière cette inconscience, il y a un monde qui organise l'esclavage. Donc ces 3 films nous proposent une évolution, une nouvelle étape dans l'esclavage via les machines, c'est-à-dire via une sorte de mix entre le corps humain. Alors ça, je vais dire quelque chose sur ça. Le corps humain, aujourd'hui, est le dernier rempart contre cette intelligence sombre. Parce que le corps humain, par sa physiologie, appartient au monde divin. C'est pas exactement qu'il appartient au monde divin parce qu'il est dans le recyclage, mais il est à l'intérieur du monde du recyclage. Il est un représentant, une preuve. Il est une preuve de l'existence du monde divin. C'est plus qu'un représentant, parce que si tu regardes réellement ton corps, je veux dire pas si tu le regardes dans un miroir, mais si tu le regardes à l'intérieur, si tu fermes les yeux, que tu te poses dans la méditation, tu vas t'apercevoir que la totalité des phénomènes physiologiques de ton corps sont animés par l'intelligence universelle. Que cette intelligence, elle est à l'intérieur du corps à chaque instant et elle te garantit ta propre vie. Elle te garantit d'être en vie, elle te garantit une bonne digestion, elle va gérer, elle va elle-même faire la séparation entre le bien et le mal, si tu veux, c'est-à-dire entre ce qui est utilisable par le corps et ce qui n'est pas utilisable par le corps. Le corps connaît exactement la différence entre le bien et le mal. Il sait faire le tri à la perfection. Regarde tes poumons. Tes poumons font exactement la même chose. L'air vient dans le corps, les poumons font un tri parfait. Ils ne se trompent jamais. Il n'y a pas d'erreur dans les poumons. Les poumons savent faire le travail. C'est le monde divin à l'intérieur de ton corps qui fait ça. Et bien sûr, on pourrait parler de tous les phénomènes physiologiques de la même manière. Mais un certain monde cherche justement à atteindre ce dernier bastion. La conscience humaine est tombée depuis très longtemps. Je ne vais pas détailler ça ici, mais ça fait longtemps que la conscience humaine est tombée et qu'il ne reste plus que le corps.
Mais cette intelligence, elle cherche à voir comment mixer, justement, mixer sa propre création, c'est-à-dire des puces électroniques, des n'importe quoi, pourvu que ce ne soit pas issu de l'harmonie. Insérer ça, intriquer ça, emboîter tout ça à l'intérieur du physiologique et court-circuiter le physiologique. Empêcher le physiologique en annonçant bien sûr qu'on va l'améliorer. Bah bien sûr, on va l'améliorer, c'est ce qu'on va te vendre. On va améliorer ta physiologie avec ça, avec des microparticules de trucs, avec des puces qui vont améliorer ton cerveau, avec plein de choses qui en réalité vont te détruire et vont faire que ces choses sont déjà en cours. Maintenant, tu n'es pas obligé d'y participer. Je ne dis pas ça pour entrer dans un pessimisme. Ces choses sont en cours, mais si tu es conscient, si tu es déterminé, tu peux ne pas y participer, tu peux refuser. Tu peux aller rencontrer d'autres personnes qui ne veulent pas et créer l'association machin et créer l'entreprise bidule qui crée autre chose, qui fait apparaître autre chose dans le monde. C'est tout à fait possible. Qui fait apparaître un autre cinéma, qui fait apparaître une autre technologie, une autre science, une autre recherche. Pourquoi pas? Mais il suffit de le faire. Mais si personne ne le fait, ça n'existe pas. Donc, il y a ce projet d'aller vraiment à l'extrémité de l'esclavage en atteignant le dernier bastion de liberté, en fait. C'est que les phénomènes physiologiques continuent à être libres et à se dérouler en conformité avec le monde divin. Alors, on va s'intéresser maintenant au troisième point que je voulais développer dans cette vidéo, à savoir l'intérêt marqué pour la suppression de la mémoire. Ça, c'est directement lié au point précédent et je vais essayer de vous dire quelques mots sur ça. Donc, dans la tradition immortelle de la sagesse, il y a un enjeu majeur, vraiment majeur sur la mémoire. Parce que la mémoire, sans la mémoire, tu ne peux pas t'approcher de la sagesse. Parce que on est dans un monde temporalisé. Voilà. On est dans un monde temporalisé. Et la sagesse est dans un monde éternel, immuable, immortel. Le monde divin est dans un monde non temporalisé. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Le monde divin il existe. Il n'est pas en train de devenir, il n'est pas en train de rechercher quelque chose. Il n'est pas en train d'évoluer. Le monde divin est de manière stable et fixe. Mais nous sommes dans un monde temporalisé. Et si tu veux te rapprocher à nouveau de quelque chose d'immuable et d'éternel, tu dois pouvoir relier ce qui a été mis en petits morceaux sur le fil du temps. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais on fabrique de la sagesse, on fabrique des vertus, on retisse le contact avec le monde divin de cette manière-là. C'est-à-dire que tu dois pouvoir voir tous les liens de causalité. Les choses ont été étalées dans le temps, morcelées dans le temps. Ce qui dans le monde divin est unifié, pour nous, c'est morcelé dans le temps, dans l'espace, dans la conscience, dans plein de choses. Si tu n'as plus de mémoire, si tu n'as pas de mémoire, tu ne vas pas pouvoir récupérer les pièces du puzzle qui sont étalées dans le temps. Tu ne vas pas t'apercevoir que tu avais fait ça, que ça a causé ça, que ça a généré ça, etc. Tu n'as pas les pièces du puzzle. Tu as, et ça dans Vice, mais également dans l'autre qui est Jung-Yi, dans les deux. Dans Jung-Yi, c'est quasiment pire peut-être parce que dans Jung-Yi, on lui fait vivre une seule scène à répétition. On lui fait vivre une scène de combat qui dure quelques minutes, qui est la scène qui ouvre le film. On lui fait vivre cette scène de manière fermée. Elle la vit, elle la revit, elle la revit, elle ne sait pas qu'elle l'a déjà vécue. Elle n'acquiert pas, elle ne récupère rien dans le temps. Elle n'acquiert pas de conscience, elle ne génère pas de mémoire. Elle est complètement fermée à l'intérieur de cette scène. Dans Vice, c'est la même chose, mais eux, ils ont coupé par journée.
on va reprendre la même journée. Le lendemain, on refait la même journée, avec le même scénario, typique d'ailleurs, hein. On reprend le même scénario et puis on revit ce même scénario. Mais les traumatismes, par exemple, le personnage principal se fait tuer ou violer, je ne sais plus. Ça peut lui arriver tous les jours. Le lendemain matin, elle se relève, elle est toute neuve, elle est toujours aussi naïve. Elle croit toujours qu'elle va partir de là, qu'elle va changer de boulot, qu'elle va partir en vacances. Et c'est comme ça tous les jours. Bien sûr, il y a un parallèle avec les humains parce que les humains qui ne cultivent pas la mémoire, ils vont vivre comme ça. Ils vivent là, cette vie-ci, et la prochaine fois, ils revivent une autre vie. C'est pas une journée, c'est une vie. Donc tu as l'impression que c'est plus long. Mais c'est pareil, parce que si tu vis 1000 journées, 1000 journées, sans rien comprendre, sans accumuler aucune mémoire, sans récupérer aucune pièce de puzzle, sans rien pouvoir assembler pour former une image, pour former quelque chose qui va te permettre d'être dans la conscience et de t'élever, d'avoir une vue globale. Si tu n'as jamais ça en 1000 journées, que ce soit 1000 vies où tu auras à chaque fois perdu la mémoire, mais c'est exactement pareil. Et à la limite, autant que ce soit 1000 journées, ça passe plus vite. Mais les humains vivent comme ça, ils ne cultivent pas la mémoire. La mémoire est un enjeu vraiment extrêmement important. Donc voilà, dans Cyborg Rising, ben, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, mais il conserve sa mémoire. Il conserve une partie de sa mémoire. Plus ou moins. Plus ou moins quand même. On lui a menti sur le fait qu'il était un robot, par exemple. Voilà, on lui a enlevé ça. Donc il n'a pas connaissance de sa vraie nature et il vit dans l'illusion qu'il est un humain et qu'il peut aimer, qu'il peut, etc. Il a cette idée-là. Donc bien sûr, tu ne génères pas de conscience. Mais dans Cyborg Rising, il y a quand même le fait qu'on ne lui enlève pas sa mémoire au cours des péripéties. Donc il acquiert quelque chose, il accumule quelque chose. L'intelligence artificielle essaye de copier ça, bien sûr. On dit c'est une intelligence artificielle parce qu'en fait, elle acquiert progressivement de la connaissance. Elle déduit de ce qu'elle capte, elle déduit quelque chose. Mais bien sûr, une intelligence artificielle déduit quelque chose en fonction d'algorithmes, en fonction de grilles de calcul qui ne sont pas divines. Ce n'est pas le monde divin qui a fait ces grilles. Quand un humain génère de la conscience, quand un humain rassemble en prenant dans le temps, en captant des chaînes de causalité et en comprenant que en fait j'ai fait ça, donc ça a donné ça, donc ça a donné ça, le cogito, l'inspiration peut venir du monde angélique, peut venir d'un monde supérieur. L'intelligence artificielle n'a aucun moyen de se relier à un monde angélique. Elle va peut-être générer de la connaissance, elle va peut-être générer une vue globale, mais cette vue globale ne sera jamais la vue d'un monde supérieur. Ce sera toujours une vue humaine, mais issue de l'intelligence destructrice, issue de cette intelligence qui cherche à égaler Dieu, à doubler Dieu, et en faisant cela qui détruit. Le quatrième aspect que je voudrais développer un peu dans cette communication, c'est le fait qu'on nous propose qu'il est possible qu'on ait créé un robot qui soit suffisamment développé, qui soit suffisamment proche de ce qu'est un humain, ou même qui dépasse ce qu'est un humain, en termes de capacité physique, en termes de capacité intellectuelle, en termes de maîtrise émotionnelle éventuellement. On te propose ça, on te vend ça, on veut te faire croire à ce truc, et donc on te met le film sous les yeux. Donc le film te propose des relations réelles de type normalisé entre humains et robots. Alors dans Jung-Yi, c'est une relation de type mère-fille. C'est très glauque d'ailleurs, hein, c'est ultra glauque, puisque dans Jung-Yi, on te montre que la fille met en esclavage sa mère, et en fait une scientifique qui met en esclavage sa mère pour servir un projet d'une société, un projet d'État.
et puis au fur et à mesure, elle va en fait s'éveiller et essayer de la libérer. Voilà, on te vend ça, et on te vend que le robot a une conscience suffisante pour ressentir de l'amour, pour ressentir des sentiments typiquement humains. Et dans Cyborg Rising, donc on n'a pas fait revivre un défunt, même si probablement il était mort, mais on nous propose aussi cette situation où il y a une relation amoureuse qui se met en place entre le robot et l'humain. On nous propose ça, et donc bien sûr, faut quand même se rendre compte que les possibilités de procréation d'un couple composé d'un humain et d'un robot, ça va pas donner grand-chose a priori. A priori. Mais peut-être que le projet, c'est justement que ça ne donne rien. Et qu'il y ait une stérilité. Peut-être que le projet, c'est la stérilité. Parce que si tu as la stérilité, ça veut dire qu'il faut qu'un autre monde intervienne. C'est-à-dire que là où le monde divin, le monde de l'harmonie avait dit les corps, la chaîne des corps, la continuité des corps, la reproduction, la création se passera comme ça, un autre monde vient et dit « Ah non, j'ai une autre idée, donc on va faire autrement. » Et bien sûr, ce qui se passait dans la joie, dans le bonheur, la sexualité, à la base, avant d'inventer la perversion, avant de tomber dans tous les travers possibles, la sexualité, c'est quand même la jouissance, c'est quand même le bonheur, c'est quand même l'orgasme, c'est quand même la rencontre intime et profonde avec l'autre, et puis avec les mondes. Parce que si tu vas au bout de la sexualité, tu as le monde divin, tu as plein de choses qui n'ont rien à voir avec la perversion. Au contraire, tu as vraiment des sentiments extrêmement purs, tu as même au niveau corporel, tu as des choses très pures, tu as des choses très claires, intenses, extrêmement intenses, mais très pures. Donc, qu'est-ce que c'est? À partir du moment où on t'annonce des relations amoureuses humains-robots, qu'est-ce que c'est le projet? Comment ils vont vivre? S'ils se reproduisent, comment ils se reproduisent? Si c'est se reproduire avec des machines, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'extase, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de rencontre. C'est que tout est dans un monde froid, avec des machines, avec des calculs, des processeurs, des mesures, des tuyaux qui alimentent, etc., des ondes partout, qui contrôlent, qui surveillent la température, la croissance des cellules et je ne sais quoi. Mais on est dans un autre monde, et c'est ça qui est quand même très très interpellant, c'est que il faut vraiment qu'il y ait une propagande, parce que s'il n'y a pas une propagande, tu ne peux pas te dire que c'est intéressant. S'il n'y a pas une propagande faite sur des générations et des générations, tu ne peux pas te dire je préfère forniquer avec un robot, que ça ne donne rien, qu'il n'y ait pas de sentiments réciproques, qu'il n'y ait pas de relation à construire sur le long terme, qu'il n'y aura jamais d'enfant, tu ne peux pas te dire que ça, c'est plus intéressant que d'avoir un partenaire que tu aimes et qui t'aime, de construire une famille et de vivre une vie simple et harmonieuse et de t'élever. Comment est-ce que tu fais sans une propagande pour être plus intéressé par les robots? Parce que là, évidemment, il n'y a pas la scène dans le film. Mais il y a l'idée d'une sexualité avec des robots. Comment est-ce que ça peut être plus intéressant? Ce que nous vend le film Vice, c'est que ce qui est intéressant, c'est le viol et la torture. Ils nous vendent ça. Moi, ça ne me tente pas, mais en tout cas, ils nous vendent ça. Et vraisemblablement, le film a été vu un certain nombre de fois. Le film avait un budget, donc il y a des mondes qui s'occupent de ça. Est-ce que c'est plus intéressant que d'avoir des relations harmonieuses? Je ne crois pas. Mais le film propose ça. Voilà, et donc bien sûr, avec cette idée de procréation assistée par machine, de stérilité, il y a bien sûr toujours à nouveau, tu reviens, tout se boucle, c'est un dispositif cohérent. Tu reviens vers
l'esclavage. Parce que si tu n'as plus les moyens d'avoir toi-même des enfants, donc tu es dépendant d'un système, tu es dépendant d'un groupe d'ingénieurs, tu es dépendant d'un ensemble de machines, d'un ensemble de dispositifs. Donc tu es esclave, parce que si tu es dépendant, tu es esclave. Parce que quand tu vas vouloir quelque chose, ils vont te dire « D'accord, mais donne-nous ça ». Voilà. Ils vont te demander l'échange. Et ça ne va pas forcément être en ta faveur. Ça va être un échange selon leurs critères. Ça va être un échange selon le critère d'un certain monde. Donc, si tu ne peux pas avoir des enfants par tes propres moyens et par les moyens qui ont été donnés naturellement, tu es esclave. Et puis, il y a l'autre côté, parce que tu as des enfants qu'un monde t'a donné. Par exemple, imagine, tu finis par avoir des enfants avec un robot. Je ne sais pas par quel délire technique, mais imaginons. Mais ensuite, tu ne peux pas les éduquer. Parce que ce monde vient et te dit « Oui, mais l'enfant, c'est nous qui l'avons créé. C'est nous qui te l'avons fabriqué. L'enfant que tu as en dépôt chez toi, il nous appartient à nous. Donc, c'est nous qui allons l'éduquer. » Et par ailleurs, je te signale que comment ça s'appelle, l'update, la mise à jour, voilà, que la mise à jour, c'est forcément nous qui allons te la donner. Voilà, la mise à jour, c'est nous qui allons te la donner. Et bien sûr, il y a un parallèle avec la vie réelle des humains. Toutes ces choses sont des parallèles avec la vie réelle des humains. Parce que les humains sont constamment mis à jour aujourd'hui. Ce que moi je crois, ce dont je suis sûr d'ailleurs, c'est que il n'y a pas besoin de mise à jour. La vie des humains peut se passer dans un monde qui n'est pas remis à jour, dans un monde qui est dans une stabilité, que ce soit stable au niveau matériel, et que ce qui soit dans une évolution, c'est que tu t'élèves vers la sagesse, tu t'élèves vers le monde angélique. Mais les humains ne sont pas sur ça, ils sont dans une évolution horizontale, ils ne sont pas dans une évolution verticale. Ce sont des rampants, c'est le côté du serpent, ce n'est pas le côté de l'arbre, ce n'est pas le côté du séquoia, c'est le côté de l'animal qui rampe. Ils sont dans une évolution à l'horizontale. Ils cherchent comment évoluer à l'horizontale sans jamais s'élever. Et donc là, effectivement, il y a toujours la mise à jour. On va mettre à jour le programme scolaire, on va mettre à jour, tout est remis à jour constamment, il y a toujours une évolution, mais il n'y a rien qui s'élève. Même au contraire, ça descend. Voilà, donc on est arrivé à la fin de cette analyse, de ce point de vue sur le cinéma, un certain point de vue sur un certain cinéma. Voilà, je suis vraiment intéressé pour que vous mettiez des commentaires sur ça. Ça me permettra de mieux saisir comment vous percevez le cinéma, comment vous percevez les analyses que je propose et comment je peux ajuster pour justement qu'il y ait une relation, que ce ne soit pas juste des personnes derrière leur ordinateur avec des machines, mais qu'il y ait une relation, que vous me disiez qu'est-ce qui vous intéresse. Voilà, s'il y a des films qui vous ont intéressé, que vous trouveriez intéressant que je détaille, que j'amène un point de vue sur ces films, dites-le moi. Si vous avez vu d'autres choses dans les films dont j'ai parlé, vous pouvez le dire aussi. Alors je mets une astérisque, c'est que je suis conscient que je n'aborde pas tout ce qui peut être dit sur ces films. J'ai choisi certains aspects et le reste, délibérément, je n'en parle pas. Ce n'est pas que ce n'est pas intéressant ou qu'il n'y a rien à en dire, c'est que je ne peux pas tout dire. Sinon, je vais faire une vidéo de 200 heures et on va tous avoir mal à la tête. Donc voilà, dites-moi qu'est-ce qui vous intéresse. Dites-moi s'il y a des films que vous voudriez que je détaille, que j'analyse.